bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, papa de 4 enfants, producteur de podcasts sportifs depuis 2014 et triathlète depuis plus de 20 ans. Mercredi, milieu de semaine, motivons-nous ensemble en parlant sport et triathlon. Et pour ne rien manquer de nos actualités et participer à nos podcasts, rejoignez notre groupe Facebook. C'est le meilleur moyen d'être tenu informé des invités de la semaine et d'échanger avec nous et parfois même avec elles et eux. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans l'épisode de mercredi du podcast Devenir triathlète. Mon co-animateur est toujours à côté de moi. Salut Olivier. Salut Hermano. Et cette semaine, nous avons Louis Bouillet. Salut Louis. Hello les gars, ça fait plaisir de vous revoir. Bon, hier, on a parlé un petit peu de tes débuts dans le triathlon et puis ta qualification à Hawaï. Donc du coup, aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet. Exactement. Revenons sur cet après-podium à Barcelone. Donc tu nous as dit, tu montes sur le podium, deuxième marche, tu discutes très rapidement avec celui qui gagne dans la catégorie. Tu lui demandes s'il prend le slot. Le gars te dit non. Là, tous déconnectent. Tu n'entends plus rien. Tu n'entends qu'une chose, c'est elle est où ma qualif? Elle est où? Est-ce que je vais la chercher? Comment ça se passe d'ailleurs quand tu sais que tu as le slot pour aller à Hawaï? Est-ce que les officiels de Ironman viennent vers toi avec un joli tapis rouge et te disent alors le chèque et après on te donne le billet? Comment ça se passe? C'est plus ou moins ça. Après la cérémonie des podiums, donc il y a un appel des slots où il est distribué par catégorie d'âge. Il commence par les femmes, descendent des plus âgés aux plus jeunes en distribuant un slot au prorata. Il y a 50 slots à distribuer en tout et de ces 50 slots, il est distribué au prorata de la densité dans les catégories d'âge. Donc typiquement, une catégorie d'âge qui représenterait 10% des personnes présentes sur la course recevrait environ 5 slots. Il y a quand même un minimum de 1 slot par catégorie d'âge s'il y a un athlète présent. Mais chez les femmes, généralement, il y a pas beaucoup plus qu'un slot par catégorie, sauf vraiment dans les catégories 40, 50 ans qui sont assez denses. Le problème, c'est que étant un homme dans la catégorie 19-24, j'étais vraiment le tout dernier appelé au final. Quand il restait un seul slot, ils appellent forcément le premier. Est-ce qu'ils font, voilà, monsieur Intel, voulez-vous prendre votre slot? Alors quand tu dis ils appellent, c'est-à-dire ils t'appellent au micro ou alors ils t'appellent par téléphone? Non, c'est dans la pièce de la remise des prix. Donc tout le monde est assis en espèce de banquet. Ils font un appel et ils disaient, voilà, dernier slot pour la catégorie M19-24. Est-ce que le premier machin souhaite prendre son slot? Et là, gros silence, mon cœur qui bat à 200 à l'heure. Je me dis, pitié qui change pas d'avis, pitié qui change pas d'avis. Et heureusement, il s'est tué pendant l'appel. Et donc ensuite ils font ce qu'ils appellent un roll down. Ils descendent au classé suivant, c'est-à-dire moi qui étais deuxième. Là ils m'appellent, j'ai bondi de ma chaise. Je fais ouais, je le prends. Et là tu montes sur la scène, on te donne un petit coin, donc une pièce en métal de 5 cm de diamètre, qui est ton slot officiel. On te met un petit collier de fleurs autour du cou. Et puis on t'oriente vers le banc contact pour aller payer ton inscription directement. Quand même. C'est d'ailleurs étonnant qu'on te donne déjà le coin et le collier de fleurs avant que t'aies même sorti la carte bleue, mais bon. Allez, ça fait partie du spectacle. Ouais, c'est ça. C'est un peu leur image de marque. Hein. C'est Ironman d'Hawaï, c'est l'Eldorado. Et ils capitalisent beaucoup là-dessus, mais effectivement, c'est la course la plus chère que j'ai fait de très loin. Alors justement, T'as ton slot officiellement. Rappelle-nous, l'Ironman de Barcelone, c'est à quelle époque? L'Ironman de Barcelone, c'était le 30 septembre, ce qui fait qu'il était qualificatif pour l'année suivante. Sinon, j'aurais eu juste 2 mois pour me préparer. Enfin, même pas. 15 jours. T'aurais eu 15 jours. Ça aurait été très très court. Et le fait que ça qualifiait pour l'année suivante, ça c'est hyper confortable parce que tu peux vraiment bien prendre le temps. Déjà de couper après ta course et 2 de reprendre toute une prépa et de faire une grosse saison axée là-dessus, quoi. J-380, si je compte bien, 365 plus 15 jours, J-380. Comment est-ce que t'organises un petit peu ta préparation pour justement la participation à Hawaï l'année d'après et après, comment est-ce qu'on s'organise le voyage, l'hébergement et puis les premiers jours sur place? Le voyage, c'est l'avantage quand tu es qualifié si tôt, c'est que tu peux vraiment surveiller les sites des compagnies aériennes bien à l'avance et ça m'a permis d'avoir des tickets à un prix très correct quand tu considères que c'est traverser vraiment entièrement la planète. Et ça, c'est quand même non négligeable parce que un voyage comme ça, c'est assez conséquent niveau budget. Personnellement, je suis très sensible à la chaleur, donc je me suis dit voilà, si je vais à Hawaï, qui est quand même connu pour son atmosphère étouffante,
ben on arrive 15 jours à l'avance sur place et mes derniers entraînements, je les fais sur place pour vraiment m'acclimater et déjà encaisser aussi le décalage horaire de 12 heures. Et donc voilà, on avait prévu d'y aller ensemble avec ma copine et on a pris 2 semaines à l'avance. Et puis j'ai quand même reconnu que je profiterais mieux d'une destination aussi exotique une fois la course passée. Et donc, on s'est gardé 10 jours après la course pour visiter un peu les autres îles de l'archipel et découvrir un peu les merveilles locales, quoi. En courant, évidemment. On a fait un peu de tout. Moi, j'avais les jambes quand même un peu cassées, mais on a fait de la rando le surlendemain de la course. C'est vrai que j'étais pas tout frais. Hawaï, c'est quand même un peu sauvage et on a passé quelques nuits en camping en se promenant. Ça, c'était assez sympa aussi. Dormir dans un volcan à 3000 mètres d'altitude, c'est magique, quoi. Ouais, génial. Là, tu prépares ton voyage. Allez, on est à 15 jours plus 2 jours avant la course. Tu prends l'avion, t'arrives là-bas 15 jours avant. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, comment est-ce que t'encaisses le décalage horaire? Où est-ce que tu places tes premiers entraînements? Au niveau de l'alimentation aussi, je sais que j'ai quelques copains qui sont allés plusieurs fois à Hawaï et à chaque fois ils se sont fait avoir parce que juste l'alimentation est pas la même qu'en Europe et du coup les premiers jours ça triture un peu. Ouais, c'est assez particulier, hein. Déjà j'étais très fier d'avoir trouvé un voyage assez efficace vers l'aller avec des escales d'1 heure et demie. Et donc je me suis dit ça c'est bien, on diminue un peu le temps de voyage, c'est une bonne chose. Mais en fait, il y a eu un tout petit couac au départ de Bruxelles et donc on a déjà perdu le vélo et les valises à la première escale à Stockholm. Donc quand on est arrivé sur place, on avait nos bagages de cabine, quoi, c'est-à-dire une brosse à dents et un PC, quoi. Oui. Et donc les premiers jours, c'était un peu le problème, c'est que j'avais pas mon vélo, j'avais pas mes tenues de sport, etc. Heureusement, les valises sont arrivées après 24 heures. Et le vélo 48 heures plus tard, je pense quelque chose comme ça. Donc, on n'a pas stressé trop longtemps. Effectivement, la sensation locale était vraiment étouffante, quoi. Quand je suis parti de Bruxelles, mes derniers entraînements, j'avais l'impression de voler. Enfin, les séances de piste ici que je faisais fin septembre en Belgique, il fait 15-20 degrés, t'es super bien et tout ça. Je suis arrivé là-bas, j'avais 15 pulses de plus. Et alors, un phénomène très intéressant, c'est que quoi que je fasse, les pulses, je voulais bien monter, mais descendre, ça, c'était impossible, quoi. Donc, au fur et à mesure d'un entraînement, elles font qu'augmenter. Et tu te dis, c'est quand même, ça va être problématique le jour de la course. Ouais, et puis t'as pas la même atmosphère, t'as pas la même humidité, évidemment, t'as pas la même chaleur, et puis t'as aussi l'excitation de la course qui commence à monter. Ouais, il y a une ambiance, c'est à devenir fou, hein. Bon, j'étais dans les premiers sur place, en arrivant 2 semaines à l'avance, vraiment. On logeait à 400 mètres de la ligne de départ, donc j'étais vraiment dans l'ambiance Ironman. Wow. C'est même assez culpabilisant, hein, le jour où tu fais une petite séance de sport et où tu vas un peu promener, mais tu vois les triathlètes dans tous les sens, des mecs qui courent, qui nagent, qui ont pas un pet de graisse, c'est vrai que ça fout la pression avant la course, quoi. Ouais, mais toi t'avais déjà perdu tes 8 kilos. À ce moment-là, t'étais bien aussi, non? T'avais ton poids de forme. Ouais, j'avais mon poids de forme, mais c'est vrai comme tu l'as dit, Hermano, c'est pas facile de se nourrir à l'américaine, hein. Quand on est arrivé là-bas, on faisait nos courses dans les magasins locaux, mais tu retrouves pas du tout les mêmes produits qu'ici, c'est assez perturbant. Tu veux bêtement te faire une tartine de fromage, je sais pas si on peut appeler ça du fromage là-bas, ou alors tu trouves des fromages européens mais à 6 fois le prix, quoi. Donc c'est un peu c'est difficile de trouver un bon équilibre, et c'est vrai que j'ai quand même déjeuné 2-3 fois au pancake avant mes entraînements parce que c'est les trucs les plus faciles à trouver sur place, quoi. Ouais, et puis en plus oublions pas que Hawaï ça reste une île, quoi. Donc non seulement c'est la nourriture à l'américaine, mais en plus t'as pas tout ce que tu veux parce que c'est une île. Ouais, c'est ça. Donc c'était assez particulier. Et bêtement, même pour l'alimentation sportive, j'ai mon petit rituel de course. Je sais très bien ce que je mange le matin de la course, les barres et les gels que je m'envoie. Et c'est vrai qu'en partant, j'ai pas pris avec moi tout le nécessaire pour la course en me disant, ce produit-là, c'est tellement classique, je le trouverai sans souci là-bas. Mais en fait, pas du tout. Donc, mon gâteau sport habituel de chez Oversteam, impossible de trouver ça là-bas. Et c'est vrai que pour la course, j'ai envie de dire, la plus importante de ma vie, je me suis retrouvé à manger pour la première fois un petit déj fait maison que j'ai testé le jour de la course, quoi. C'était un petit risque, mais heureusement ça s'est bien passé. T'as pas des petits fruits exotiques ou autres là-bas? Ça c'est vraiment magique comme endroit. Ils ont 2-3 espèces de jardins botaniques où tu peux te promener. Et on a fait un super vraiment sur les hauteurs de Kona où c'était une plantation de café, mais ils avaient aussi beaucoup d'arbres fruitiers un peu exotiques et tu peux te balader et manger les fruits que tu trouves. Génial. Donc on a mangé des bananes, on a même trouvé un arbre à litchi.
C'est vrai que les litchis frais, c'est pas du tout la même chose que ce qu'on trouve dans notre commerce. La coque est un peu dure, là c'est un espèce de fruit poilu rigolo. Et t'as des grappes pour essayer d'aller attraper ça dans les arbres qui sont à disposition. Donc ça c'est vraiment super chouette quoi. Tu vois, pour l'anecdote, mon épouse vient de Madagascar et moi j'adore manger des litchis, sauf que à chaque fois elle me dit mais c'est quoi tes petites billes là et c'est frais, etc. Donc je vois tout à fait, mais du coup ça confirme bien que l'alimentation qu'on a en Europe et quand tu pars en déplacement pour une course, il faut que tu sois alerte sur le fait que l'alimentation sera pas forcément la même, et soit tu pars très en avant, 15 jours, voire 3 semaines avant, pour pouvoir t'acclimater aussi à cette alimentation-là, ou alors tu ramènes une valise avec ton matos et avec ta bouffe. Ouais, c'est ça, mais bon, une fois que tu dois amener le vélo et tout, au niveau valise, t'es déjà un petit peu limité. Hein. Donc, heureusement, les premiers jours, avec le décalage horaire, on allait faire nos courses à 2h du mat, je pense, parce que là-bas, toutes les chaînes sont ouvertes 24 heures sur 24. Et là, t'as bien le temps de chercher dans le magasin. Il n'y a pas d'effervescence et tout, donc on prenait le temps de trouver des trucs quand même corrects à manger. Mais c'est vrai que du pain de mie un peu consistant, qui n'est pas juste du pain blanc plein de sucre, c'est pas facile à trouver. Ouais, j'imagine. De toute façon, à partir du moment où tu traverses l'Atlantique, le pain, le fromage, t'oublies quoi. Foie gras, non. Ouais, non, ça t'oublie aussi. Et donc, tu te prépares pendant 2 semaines, tu t'acclimates. Et alors, comment ça se passe les dernières 24 heures avant la course? Je dire que je m'acclimate, c'est beaucoup dire. J'encaisse de moins en moins mal, disons, la température, quoi. Pour vous donner une idée, on avait des ventilos dans l'appart qu'on louait avec ma copine. Et à partir du 2e jour, on s'est dit, OK, on les utilise plus parce que c'est se mettre dans une mauvaise situation. Si chaque fois que tu rentres dans l'appart, il fait d'un coup 15 degrés, c'est bien ventilé et tout ça, tu t'acclimates beaucoup moins vite. Et dès que tu ressors, évidemment, t'as un coup de chaud. Donc, on s'est vraiment forcé pendant 15 jours à ne pas utiliser ce système de ventilation, et ça allait de mieux en mieux. Mais elle est quand même vachement cool, parce qu'à la limite, toi, que tu t'acclimates, ok, mais elle va pas faire la course, donc elle est plutôt sympa. Ouais, c'est clair, elle a été super cool. Même j'ai fait 2 années de prépa Ironman l'une derrière l'autre, niveau temps libre, elle a su faire avec, et ça c'est vraiment cool de sa part. Et même les premiers jours à Hawaï, j'avais encore des entraînements costauds, des longues sorties vélo. C'est vrai qu'il y a des matins où je lui disais je vais rouler, on se retrouve dans 5 heures, et elle allait au bord de la piscine ou autre, un petit peu s'occuper. Mais c'est vrai que les premiers jours, c'était pas à l'éclat pour elle à ce niveau-là. Ouais. Quand on est triathlète, l'entourage proche subit quand même énormément, et donc avoir leur soutien, c'est quand même quelque chose d'indispensable. Vaut mieux avoir un conjoint ou une conjointe triathlète, ça passe mieux en général. C'est toujours plus facile, mais bon, c'est pas toujours le cas. Enfin, toi, Louis, maintenant, c'est le cas. Oui, moi, maintenant, c'est une triathlète assidue, hein. Et là, à Hawaï, quand j'allais courir, il était pas rare que de temps en temps, elle prenne mon vélo pour m'accompagner, et surtout porter mes gourdes pendant la course à pied, parce que c'est vrai que quand tu vas courir 1h30 là-bas, t'as besoin de plus qu'une gourde, quoi, et emporter à pied, c'est pas marrant. Ok, donc là, on a quand même vachement parlé de toute la partie préparation, des souvenirs que tu gardes d'avant la course. Allez, on a de toute façon éclaté les compteurs au niveau temps, donc raconte-nous ce jour de course. C'est un jour particulier. Heureusement, chaque fois avant un Ironman, j'arrive étonnamment à bien dormir, mais une fois que t'es réveillé, c'est l'excitation au maximum, quoi. Alors la plus grosse erreur que j'ai fait sans doute avant la course, j'avais cru comprendre que les volontaires allaient nous étaler de la crème solaire pendant les transitions, pendant qu'on changeait nous. En fait, c'était pas du tout le cas. Tu pouvais prévoir de la crème solaire dans ton sac, et dans ce cas-là, il te l'étalait. Mais je pensais qu'il était à disposition, et donc j'ai mis une couche de crème solaire le matin, mais j'en ai pas prévu pour la suite de la journée. Et donc dans l'eau, ça a été fameux, parce que c'est quand même un concentré des bons nageurs triathlètes, quoi. Là où d'habitude je m'isole un petit peu en natation, ici j'étais plus ou moins dans le niveau global, donc c'est quand même un peu la machine à laver pendant un bon kilomètre. Et puis la natation s'est assez bien passée, même si c'était quand même assez houleux. Les vagues étaient quand même substantielles, ouais. Mais bon, ça s'est encore bien passé. Heureusement, c'est que le début, donc on n'est pas dans le rouge. Puis une fois sur le vélo, là, tu comprends vraiment que t'es au championnat du monde, quoi. Ça rigole plus. Le rythme était bien plus élevé que le mien, mais malheureusement, il y avait de nouveau ce problème de drafting qui se créait sur la Queen Quay, donc vraiment la grosse autoroute qu'on emprunte sur près de la moitié du parcours. Je me suis fait dépasser par des pelotons de 30, 40. C'est malheureux, mais malheureusement, ça gangrène un peu le format Ironman, ce problème du drafting. Et moi, j'étais vraiment venu
pour profiter de la course, pas pour faire une perf. Et donc à ce moment-là, je me suis vraiment dit, ok, si ça se court comme ça sert à rien de se mettre un chrono en tête. Qu'est-ce que ça vaut dans des conditions pareilles? Je fais ma course à mon rythme, je profite. Je fais en sorte d'être conscient tout au long de la course et de profiter du moment et advienne que pourra, on verra bien, quoi. Et donc à ce niveau-là, le vélo se passe assez bien jusqu'à l'arrivée. Je me suis quand même rendu compte que j'aurais dû remettre de la crème solaire après la natation parce que j'ai vraiment cramé à vélo. Mais typiquement... Bon, tu dis ça, mais Hawaï, c'est comme en Belgique. Au mois d'octobre, il fait pas si beau que ça. Bah non, il fait quand même un bon 30 degrés. Et ce jour-là, il y avait des nuages, mais c'était assez trompeur comme situation. Ouais, tu as l'impression qu'il n'y a pas de soleil et puis tu finis rouge comme une écrevisse, quoi. Et typiquement, sur mon avant-bras, là où ils mettent le dossard, il disait avant de mettre le dossard, ne mettez pas de crème solaire, sinon l'autocollant ne collera pas bien. Donc j'ai pas mis de crème solaire sur mon avant-bras, puis j'ai mis mon tatou et puis j'ai oublié, j'ai fait ma course. Et après la course, j'étais brûlé au 2e degré, surtout l'avant-bras, et j'avais des cloques. C'est dire un peu le soleil qu'il y a là-bas, quoi. Ah ouais. Ouais. Un soleil belge. Non, un peu plus, quoi. T'aurais dû remettre de la crème, mais tu l'as pas fait. Tu poses le vélo et là, qu'est-ce qui se passe? Ben là, j'ai commencé déjà à avoir bien chaud et je savais que de mes entraînements des derniers jours que le niveau cardio, ça allait être dur de rester calme, quoi. À Hawaï, le format de la course à pied, c'est 2 allers-retours, un aller-retour un peu plus court le long de la mer, d'une certaine manière dans la ville, plutôt ombragé parce que c'est dans la ville, donc il y a des arbres, etc. Et cet aller-retour de 15 km, c'est assez bien passé. Et puis, avant d'entamer le 2e aller-retour, là, t'as un espèce de mur qui s'appelle Palani Road et qui te lance sur de nouveau la Queen Quay, une grande autoroute qu'on prend en aller-retour sur 25 km. Et dans cette montée-là, j'ai déjà vu que mon cardio décollait, donc je me suis dit, ok, je la fais en marchant. Et à partir de là, la Queen Quay qui est vraiment en plein cagnard, ça a été que alternance, course, marche, et c'est assez dur parce que chaque fois que je recommençais à courir, le cardio redécollait, remontait à 160 quasi automatiquement. Et donc là, j'ai fini. À la fin, c'était plus ou moins des intervalles. Je faisais 3 minutes de course, 2 minutes de marche. Et je m'étais imposé ça comme rythme pour rester sur une allure un peu correcte. Et je faisais mes calculs en courant. Je me disais, OK, ben là, si je cours 3 minutes en 5 minutes de kilomètre et puis que je marche bien 2 minutes à du 10 à l'heure, ben ça va l'un dans l'autre, je me retrouverai quand même avec un marathon pas trop catastrophique. Et c'est vrai que je croisais des types il y avait des Français autour de moi qui pétaient un cap parce que je les dépassais en courant et puis je marchais, alors ils me redépassaient et puis je les redépassais dès que je recommençais à courir et les gars s'énervaient sur moi, ils disaient mais tu fais n'importe quoi, cours et moins vite. Et j'étais non, quelle que soit la vitesse, mon cœur monte, alors je cours vite 3 minutes et puis je marche. C'était une méthode un peu particulière, mais bon, au final, j'ai quand même réussi à aller au bout. Et pour vous dire, même quand je suis arrivé à 1500 mètres de la ligne, je me suis dit, bon, allez, c'est bon, maintenant on en finit. Ce 3 minutes, 2 minutes, c'est fini. Maintenant, t'assumes et tu cours jusqu'à la ligne. J'ai couru 2 minutes et je me suis remis à marcher parce que c'était impossible, quoi. Je montais vraiment trop haut. Et il y a que les 500 derniers mètres que j'ai pu courir. Sur le tapis rouge, quand même. Ouais, là c'est magique. Là, c'est l'arrivée à Hawaï. C'est un monde. Enfin, c'est un moment qu'il faut vivre à fond, quoi. Et c'est pas le moment d'essayer d'aller grapper une demi-place en accélérant pour dépasser un gars. Non, tu fais en sorte d'avoir un peu ton trou. T'es tout seul sur la ligne d'arrivée. Et la photo. Voilà pour la photo, mais j'ai retrouvé aussi ma copine dans les 100 derniers mètres qui m'a passé un drapeau belge, puis je lui ai fait un petit bisou quand même pour fêter le moment. Quand même. Et puis ouais, c'est la ligne et là tu te dis ouais, je l'ai fait quoi, j'ai fini cette course qui me fait rêver depuis 10 ans, c'est magique quoi. Et au final, juste comme ça pour le fun, au niveau du temps, ça donne quoi? 10h17, pile 1 heure de plus que la qualif. 1 heure de plus avec des conditions totalement dantesques en termes de chaleur, de température, d'habitude de course, parce que tu l'as dit, tu t'entraînes en Belgique, tu pars fin septembre, il fait 15 degrés, la température, l'atmosphère est respirable, agréable, t'arrives là-bas au milieu du Sahara, tu sais plus quoi faire, ton cardio s'affole complètement, donc tu l'as fait en 1 heure de plus, chapeau. Ouais, je suis très content d'être allé au bout et c'est vrai que le chrono est vraiment honnête. C'est vrai que j'ai couru cette course en mode je profite. Mais je me suis un peu fait la promesse aussi que si un jour j'y retourne, je prendrai moins de sécurité et là je viserai un chrono, peut-être casser la barre des 10 heures à Hawaï, ce serait beau. Mais je pense que la prochaine qualif, ça risque
de pas être tout de suite, ouais. Peut-être en catégorie 60-65 ans, quand il y a un peu moins de densité. Alors justement, c'était ma question suivante. Une fois qu'on a été à Hawaï une première fois, est-ce qu'on rêve d'y retourner une deuxième, une troisième, une quatrième? Et puis, à quelle échéance? Voilà, tu nous as cassé le mythe, là. Tu nous as dit en catégorie 60-65. Non, t'as encore le temps, là. Ouais, il faudrait ça joue quand même un peu la chance, hein, même cette première qualif. Si le gars prenait son slot, j'y allais pas. C'est un peu tout le truc du roll down. Des fois, il faut un peu de la chance et tomber le bon jour avec peu de densité sur une course et voilà. C'est vrai que, il y a des trucs qu'on n'a pas vus encore à Hawaï avec ma copine. On s'est dit, ah mince, ça, on aurait bien été voir. Si on y retourne, on a déjà la moitié de notre planning en tête, quoi. Excellent. Il y a quelques jours, on enregistrait avec Maxime du RCBT qui nous disait que normalement l'année prochaine, vous fêtiez les 20 plus 1 an du club. Est-ce que tu en seras et est-ce que tu iras jouer la qualif? C'était tout le truc, hein. On voulait faire pour les 20 ans du club l'année passée un gros Ironman tous ensemble. On était 80 inscrits, donc vraiment c'était l'objectif de l'année. Et là, je m'étais dit, ok. Si c'est le gros Ironman du club avec tous les copains, là il faut être au rendez-vous et je m'étais dit là je vise à fond les ballons, on verra bien, mais au fond de moi je me disais si je pouvais aller casser la barre des 9 heures ce coup-ci ce serait chouette, mais bon ça demandait vraiment que toutes les étoiles s'alignent et de progresser quand même un bon coup. Et c'est vrai qu'avec les reports de la course etc, maintenant c'est difficile de retrouver une telle motivation, donc Ici, ils savent toujours pas s'ils vont la tenir en juillet ou pas, donc on s'entraîne tous à moitié. Je sais que c'est pas dans ces conditions-là que je ferai la perf de ma vie, ça c'est clair. Donc cette année-ci, je ferai la course au mieux, advienne que pourra, mais sans trop d'objectifs au fond de ma tête, quoi. Bon, Olivier, tu prends note, hein, on prendra rendez-vous au mois de juillet pour le compte-rendu de tous les RCBT qui sont passés dans le podcast, voire même tous les autres. Oui. Et puis, moi, j'ai bien noté, hein, Louis, tu prendras la course comme elle viendra, advienne que pourra, oui, comme la première. Donc, tu vas nous faire un 9-0-2, un truc comme ça. Et puis, tu vas te taper ta deuxième qualif pour Hawaï. ça, ce serait évidemment magique, mais bon, alors mieux vaut partir pessimiste et être surpris que l'inverse. Ouais, c'est clair. Bon, écoutez, messieurs, je crois qu'on a encore fait un très bel épisode aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour parler un petit peu plus, cette fois-ci, de toi, Louis, mais pas dans ta partie sport pratiquant, mais plutôt dans les fonctions que tu assumes et comment tu fais vivre le sport en Belgique. Ça va, super. Écoutez, à demain. À demain. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, je vous rappelle que vous pouvez venir sur le groupe Facebook pour nous laisser un commentaire et interagir avec nous et nos invités. Et n'oubliez pas de nous aider à progresser dans les classements et dans notre exercice de podcast en laissant un commentaire sur Apple Podcast. À demain pour en savoir encore plus sur notre invité de la semaine.